Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce Z Extra spécial réalisé conjointement avec le magazine économique Trends Tendance, nos amis aussi de Credendo, notre partenaire, qui est donc une société qui est assureur crédit à l'exportation et bien entendu en collaboration avec Canal Z, la chaîne sur laquelle vous vous trouvez en ce moment. On va parler des risques mondiaux et cette journée, en tout cas cette émission-ci, nous allons parler de cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Alors pour parler de cette thématique, des thématiques que vous retrouverez d'ailleurs aussi bien sur Canal Z que sur le podcast sur trends.be. Alors pour parler de cette thématique sur la cybersécurité et l'intelligence artificielle, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jon Holvoet. Vous êtes Chief Technology Officer chez Credendo. Bonjour. Bonjour Amit. Et bienvenue dans cette émission. Et puis à ma gauche, Axel Leguet. Alors vous êtes professeur à l'Université catholique de Louvain, l'UCL, et aussi un des grands spécialistes de la cybersécurité et je dirais même aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Bienvenue tous les deux dans ce studio. Alors première question que j'ai envie de vous poser, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cybersécurité, on parle beaucoup de ces attaques qu'ont subies des hôpitaux ou des administrations publiques ou même des banques depuis des années. Ça, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que l'intelligence artificielle a fait son entrée, je dirais même dans nos poches à travers ChatGPT, et on a l'impression, en tout cas quand on lit les propos de l'un ou l'autre expert, que l'intelligence artificielle pourrait, comment dirais-je, aggraver encore plus ces cyberattaques. Alors j'ai envie de vous poser la question, prenons ça, essayons d'être optimistes, comment, et je vous regarde Jon, comment est-ce que l'intelligence artificielle pourrait au contraire nous aider à nous protéger contre les cyberattaques ? Oui. Alors, premièrement, pour commencer, parce qu'on pense souvent que l'intelligence artificielle, que c'est un truc nouveau, mais ça existe depuis des années 50 déjà, alors c'est pas du tout nouveau. Mais effectivement, grâce avec le hype qui est venu avec ChatGPT et surtout avec les évolutions qu'on a vues le dernier temps sur la partie Generative AI, c'est vrai qu'on a maintenant le moyen beaucoup plus facile pour exploiter cette technologie, aussi grâce à la montée de performance, des systèmes de performance, où on va changer la manière dont l'humain interagit avec les ordinateurs. Et là, je regarde plutôt aussi avec tout ce qui évolue vis-à-vis du prompt engineering, c'est d'aller presque au mode de débat avec le data de vos systèmes. Et par exemple, dans le système de détection, le SOC, le SIM, les analystes peuvent exploiter le data qui est là d'une manière beaucoup plus efficace. Alors, juste le prompt, pour que nos téléspectateurs et téléspectatrices comprennent, c'est la manière de poser une question à ChatGPT pour qu'il donne une réponse. Effectivement. Voilà. Alors, vous pensez que ChatGPT est quelque chose qui est une menace à prendre au sérieux, dans le sens où même quelqu'un qui ne connaît rien en cyber va pouvoir peut-être attaquer son voisin, l'entreprise du coin ou que sais-je ? Alors, moi, je pense qu'il ne faut jamais voir une nouveauté comme une menace. Il faut au contraire essayer d'en comprendre le périmètre. Alors c'est vrai qu'avec ChatGPT, on peut poser un certain nombre de questions et on peut être aiguillé, on va dire, sur la façon d'attaquer quelque chose, avoir des idées qu'avant on n'aurait pas eues. Il faut aussi quand même rappeler que ChatGPT est très précautionneux. Il ne va jamais vous donner directement tout le mode d'emploi du parfait attaquant. Et il ne faut surtout pas oublier qu'il va aussi vous donner les modes de défense. Donc on peut l'utiliser pour essayer d'attaquer. Et moi je conseille aussi à tous ceux qui nous regardent, aux entreprises qui nous regardent, de poser des questions au prompt de ChatGPT et de leur demander, voilà, mon entreprise, elle a telle et telle particularité, que puis-je mettre en place pour la défendre ? Et là, l'intelligence artificielle va aussi vous donner des idées qu'en tant qu'humain, vous n'auriez probablement pas eu. Alors, ok. Donc, vous le voyez plutôt comme un moyen de défense, ne pas voir les aspects négatifs. Alors, est-ce que les attaquants pourraient exploiter les vulnérabilités de l'intelligence artificielle ? On sait qu'il y en a quelques-unes. On sait que l'intelligence artificielle a des hallucinations, comme on dit, pour mener, par exemple, des cyberattaques un peu plus sophistiquées que par le passé. Jon ? Effectivement, parce que les technologies peuvent être utilisées pour le bon ou pour le mauvais. Et là, c'est
hyper important de bien utiliser le guardrail du système pour faire en sorte qu'effectivement on ne se retrouve pas avec des hallucinations, qu'on élimine un maximum le bias dans le système artificiel. Mais du mauvais côté, effectivement, les compagnies de phishing, etc., pour les attaqueurs, ça sera beaucoup plus facile de dire, voilà, j'ai redirigé un email de phishing, donne-moi 10 ou 20 variants de ce même type d'email pour essayer de passer le système de détection. Le firewall. Le firewall, le système de détection anti-spam, etc., beaucoup plus facile. Alors ça augmente la difficulté de détection. Ah oui, donc c'est quand même un danger. C'est quand même un danger. Et ça, c'est quelque chose que vous confirmez aussi. Oui, il y a vraiment deux choses qui viennent d'être dites par Yon. Il y a d'abord la menace qui pèse sur l'algorithme d'intelligence artificielle lui-même. Donc, vous savez, vous entraînez un algorithme sur des données, et puis après, vous utilisez cet algorithme pour automatiser un certain nombre de tâches. Si les données sont corrompues, par exemple, il y a des billets, imaginons de race ou autre, comme ça s'est vu par le passé, l'intelligence artificielle va être biaisée et évidemment pourrait détourner les moyens de l'entreprise. Donc ça, c'est un risque. Et puis, il y a le risque d'utilisation de l'intelligence artificielle, effectivement, pour ces campagnes de phishing, voire même, on lui donne la configuration de l'entreprise et on peut poser à certaines intelligences artificielles des questions, mais où seraient placées les menaces, même si on veut défendre, le simple fait de poser la question de savoir comment peut-on défendre, l'intelligence artificielle va nous dire les vulnérabilités sont là, là et là. Et si vous êtes en fait un attaquant, vous savez qu'il y a des vulnérabilités là, donc ça se renverse. Donc... Oui, mais alors si je vous écoute tous les deux, vous en tant qu'expert, tout à l'heure vous me dites attention, l'intelligence artificielle c'est quelque part un nouvel outil, c'est comme un couteau, on peut beurrer sa tartine ou égorger son voisin. Oui. Donc l'instrument il est neutre. Mais là vous êtes en train de me dire que quelque part cet instrument peut être extrêmement dangereux. Clairement, oui. Et je pense qu'on va tout à l'heure venir faire les deepfakes, les vidéos transformées et autres. Rien que ça doit montrer à quel point cet instrument, s'il est mal utilisé, s'il est mal guidé, s'il est mal cadré, peut être très dangereux. Oui. Ça, c'est quelque chose que vous, en tant que Credendo, ce sont des messages que vous portez aussi par rapport à vos clients, d'être très prudent par rapport à ça, plus que par le passé. Très prudent et conscient. Et de toujours rester très vigilant, parce qu'effectivement, la manière... On met souvent la responsabilité chez l'utilisateur. Mais si grâce à la technologie, ça devient de plus en plus compliqué de détecter si quelque chose devant vous, une image, un email, une vidéo, un fragment vocal, est faux ou pas, comment est-ce qu'on peut rester alors la responsabilité seule sur l'utilisateur? Et même si la technologie de détection ne sait jamais garantir à 100% si quelque chose est faux ou vrai, ça veut dire qu'on doit un peu changer le comportement, de toujours avoir une partie de vigilance par nature. Alors, ce qui est intéressant dans le débat qu'on a ici, on sait très bien que souvent l'élément le plus faible, le plus fragile, c'est l'élément humain, c'est le capital humain, ce sont les ressources humaines. Mais on sait aussi que dans toutes les entreprises, on est de plus en plus entouré d'objets qui sont de plus en plus connectés, ce qu'on appelle le Internet of Things. Donc voilà. Est-ce que là, il n'y a pas aussi une faille qui pourrait être mise à profit par des hackers à travers ChatGPT? Je dis ChatGPT, c'est un terme générique, peu importe, par l'intelligence artificielle, pour justement provoquer des dégâts dans telle ou telle entreprise, une usine, une entreprise, à travers effectivement tous ces objets qui sont connectés. Oui, on pourrait en parler pendant 2 heures. Mais ça, on n'a que 26 minutes, donc on va faire la version abrégée. Donc il faut savoir que tous ces objets connectés, en fait, ce sont des objets pas chers, qui sont fabriqués dans des pays qui parfois ne sont pas des démocraties. Donc rien que ça, ça veut dire qu'ils peuvent parfois être contrôlés à distance et surtout qu'ils sont facilement accessibles. Les mots de passe sont très simples, donc on peut facilement en prendre le contrôle. Et donc il n'est pas rare d'avoir une personne qui se gare devant l'entreprise de monsieur avec sa voiture, qui essaie d'avoir accès au réseau et qui de là
quand il sera sur le réseau, verra, grâce à toutes les caméras, ce qui se passe dans l'entreprise. C'est arrivé à des banques. Hein. C'est comme ça qu'on a détourné quelques millions d'euros, de dollars à l'époque, simplement en observant comment, après prise de contrôle de la caméra, comment les employés encodaient les transactions financières. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est la collecte qui peut être faite. Hein. J'ai parlé de collecte d'informations pour nuire à l'entreprise. Je peux aussi avoir une collecte passive. Je peux apprendre ce qui se fait dans cette entreprise. Je peux enrichir une intelligence artificielle constamment de données. Et cette intelligence artificielle, à partir de tout ce qu'elle va observer dans l'entreprise, va pouvoir en déduire des comportements. Elle pourrait prédire demain tout ce que monsieur veut faire, tout ce que Yann veut faire pour les 6 prochains mois. Et ça, c'est un autre risque. Alors justement, moi je ne suis pas du tout spécialiste de l'intelligence artificielle, mais ce qu'on me dit souvent, c'est que par exemple si on utilise ChatGPT, et c'est intéressant pour les personnes qui nous regardent, en tout cas si ce n'est pas le modèle payant, tout ce qu'on a introduit sous forme de prompt, donc de questions, etc., on pourrait être hacké par une entreprise concurrente et qui pourrait savoir ce sur quoi vous êtes en train de travailler, par exemple. Effectivement, aussi si des entreprises commencent à expérimenter ou mettre en production des systèmes de l'intelligence artificielle, ils ne sont pas assez conscients de leur data et la partie sécurité de leur système, tu peux arriver à une situation où tes données, ton intellectual property de ta propre société est d'un coup utilisée pour entraînement des systèmes ou même sortir ailleurs. Je crois que c'est un cas, Samsung a eu le cas où les développeurs ont posé des questions à ChatGPT pour améliorer leur code et inversement, ils ont eu comme résultat que partie des morceaux de leur source code, de leur intellectual property, est sortie à l'extérieur. Ah oui, oui. Parce que quand vous donnez des données à ChatGPT ou à toute intelligence artificielle, il ne faut pas oublier que ces systèmes les collectent, mais qu'ils sont aussi eux-mêmes vulnérables. Donc, c'est-à-dire qu'un système d'intelligence artificielle qui collecte vos données pourrait demain être attaqué, donc être pris sous contrôle. Vous ne le voyez pas. Et en toute confiance, pour préparer par exemple votre émission, vous posez des questions à l'intelligence artificielle, on va imaginer, hein, et un présentateur concurrent est en train d'observer toutes les questions que vous allez poser, il passe avant vous, et vous découvrez qu'en fait toutes les questions que vous vouliez poser, il les a déjà posées. Mais donc concrètement, je pose la question à vous deux, ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai une entreprise, je dirige une entreprise, je ne peux pas dire, voilà, je vais doper la productivité de tous mes cadres, tous mes employés, je leur donne accès à ChatGPT. C'est pas aussi simple que ça. Non, vous allez. Alors, c'est même paradoxal parce qu'on pense que l'arrivée de cette intelligence artificielle va tout automatiser. Donc, on imagine une simplification de coûts. C'est le but. C'est le but, mais en fait, on n'a peut-être jamais réussi autant dans l'humain que depuis la démocratisation de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a tellement d'automatisation, il y a tellement de dangers qui sont liés à ça qu'on est en fait obligé de beaucoup plus former. Je pense qu'on va en parler, de former l'humain à ce qu'il comprenne ce qu'il fait. Et ça, c'est vraiment le challenge actuel. Alors, Yon, on est ici chez Canal Z, donc dans un média. On est habitué à parler des deepfakes, on essaie de ne pas en avoir en tout cas sur cette antenne, clairement. Et c'est vrai que pour le grand public, les deepfakes, ce sont les fausses images, les fausses vidéos et tout, toujours liées à une actualité qui peut être artistique ou politique ou économique. Mais les deepfakes, ça peut aussi toucher les entreprises. Effectivement. Alors, le deepfake, je crois qu'un des exemples le plus connu, c'est le fameux image de du pape, oui. Avec son doudoune de Balenciaga. Sa doudoune, hein, oui. Mais de l'autre côté, ça peut vraiment faire des dégâts des entreprises. Par exemple, je crois en mai de cette année, quelqu'un a mis une image sur Twitter, ou je dois dire X aujourd'hui, avec une image qui était pas très bien fait, mais ça ressemble au Pentagone avec une explosion de bombe. Et ça a eu un effet immédiat avec une chute sur la bourse du S&P de 30 points de base. Alors, effectivement, un dégât de 500 milliards $. C'est vite restauré et recouvert, bien sûr, après. Mais ça montre que, voilà, les effets désastreux que des images comme ça peuvent avoir avec le fait qu'on démocratise tout. Alors Axel, il y a 2 secteurs, il y a plein de secteurs qui sont évidemment vulnérables aux cyberattaques, mais il y en a 2 en particulier qui font peur aux gens, c'est tout ce qui est hôpitaux et tout ce qui est banque ou assureur, parce que là il y a des données quand même vitales.
là, est-ce que les interlocuteurs que vous pouvez avoir au téléphone ou régulièrement sont conscients de cela, se rendent-ils compte qu'avec l'IA, tout ça va être accéléré, aggravé ? Alors pour les hôpitaux, clairement oui, au vu du nombre d'attaques, ils ont encore des problèmes financiers évidemment pour mettre des choses en place, mais ils en sont bien conscients et ils cherchent des solutions. Alors j'aime bien qu'on aborde les banques parce que je pense qu'elles en sont aussi maintenant pleinement conscientes, mais je me rappelle en 2016, on part en mission économique, je ne citerai pas la banque, vous savez, tout professeur d'université cherche en permanence à être financé pour ses recherches. Hein, donc c'est humain. Je parle de cela à un patron en 2016 et je lui dis, est-ce que tu ne financerais pas une chaire sur la cybercriminalité, hein, on l'appelait plutôt comme ça, pour ta banque? Et à l'époque, il me dit, bon, je ne vois pas trop l'intérêt, parce qu'en fait, à l'époque, il n'avait pas perdu beaucoup d'argent. Maintenant, il voit très clairement l'intérêt et on voit vraiment un rapprochement et une demande du secteur bancaire, du secteur des assurances aussi, pour établir des partenariats avec des entreprises et des académiques en cybersécurité, pour non seulement protéger leurs assets numériques, hein, déployer de la technologie, mais aussi, et il faut le rappeler, former les employés, parce que je le dis, un employé, ça, on va en parler. Un employé peut tout déconnecter. Et donc vous pouvez mettre la meilleure protection du monde, si l'employé arrive et qu'il débranche la protection, ben c'est comme si vous aviez payé pour elle. Alors justement, on va parler des employés. Est-ce que, par exemple, on l'a vu avec le Covid, mais on voit que cette tendance subsiste, est-ce que le télétravail est en soi un danger aussi pour tout ce qui est hacking? Yon. Le télétravail sur lui-même, je ne pense pas directement, mais je crois qu'il faut plutôt penser le changement de mentalité ou comportement qu'il faut avoir. Déjà depuis quelques années, on a plutôt la tendance à dire si je suis attaqué, qu'est-ce que je dois faire? Non, c'est vraiment devenu une question. Quand je serai attaqué, ici c'est mon scénario, je dois être préparé. Je dois effectivement être préparé. Qu'est-ce que je dois faire pour, le détecter le plus vite que possible, 2, faire le containment pour faire en sorte que les dégâts soient le plus limités, et 3, avoir les moyens prêts pour restaurer à la situation d'avant le plus vite que possible. Le mindset doit changer vers de toujours être prêt et d'essayer de limiter les dégâts de n'importe où, le source, le télétravail, une pandémie, etc. Et comme l'intelligence artificielle, ça doit faire partie de ton stratégie de risk management, de tes scénarios d'attaque possibles. Alors Yon, ça c'est la vision, je dirais, idéale, idyllique. Moi, quand je pense au télétravail, je fais allusion au fait que les gens ont leurs propres devices, leurs propres appareils, qui eux sont peut-être moins sécurisés que les appareils de l'entreprise, et où là on a une sorte de cheval de Troie qui pourrait être dangereux pour l'entreprise. Oui, et même si c'est des appareils de l'entreprise, en fait il y a un facteur humain, on l'a beaucoup vu pendant le Covid, vous avez un ordinateur pour toute la famille, il faut faire l'enseignement, qu'est-ce qu'on fait le soir? On essaie de débrancher l'antivirus et on donne l'ordinateur au garçon ou à la fille pour qu'il puisse un peu travailler et s'amuser. Ouais. Et donc là, tout ce que l'entreprise a mis en place tombe. Puis il y a le facteur humain, vous avez pendant le Covid des gens qui ont dû s'occuper de leurs enfants pendant la journée, ils ont travaillé le soir, ils ont été souvent victimes de hacking, hein, le fameux faux directeur qui vous écrit, vous avez 5 minutes pour faire ce que je te demande. Alors l'employé, quand il est 23h, qu'il a surveillé ses enfants toute la journée, qui refait une journée à 23h, qui reçoit un message un peu menaçant de son prétendu directeur, émotionnellement, on voit qu'il a tendance à y répondre en fait. Et alors après intervient aussi ce que disait Yon, c'est quand il y a répondu, quand il se rend compte qu'il se fait hacker, il est 23h. Et il se dit, mais est-ce que je peux prévenir quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un à prévenir? Je vais peut-être attendre demain. Et le lendemain, quand il se lève, il se dit, j'ai l'impression que rien n'est tombé. Les pirates adorent espionner. Hein. Et donc, puisque rien n'est tombé, je ne vais rien dire. Hein. Et puis 3-4 semaines après, on apprend qu'en fait l'entreprise est sous surveillance parce que cet employé a fait une bêtise le soir. Et donc oui, pour moi le télétravail, le facteur humain dans le télétravail amplifie concrètement. Alors Yon, vous représentez Credendo, donc un assureur crédit à l'exportation. La meilleure assurance, c'est quand même la prévention, hein, quelle que soit la forme d'assurance. Et ici, c'est quoi? C'est la formation des employés? C'est effectivement la formation des employés, de toujours être vigilant, mais aussi, si jamais un cas se produit ou si on a des doutes, d'aussi créer le climat, la culture
que les gens n'ont pas peur d'aller dire chez le service desk, le desk du support, ah, j'ai un cas bizarre ici, je pense que peut-être qu'on a fait une attaque sur moi, oui ou non. Et il ne faut pas avoir de la gêne pour être ouvert de ça et immédiatement donner la possibilité d'investiguer et d'intervenir, bien sûr. Alors cette culture, il ne faut pas essayer de la cacher, parce que probablement ça va encore être plus pire. Et cette culture, vous le voyez, est-ce qu'elle infuse aujourd'hui dans les entreprises ou ils ont encore cette mentalité « ça n'arrive qu'aux autres » ? Alors, jusqu'il y a peu, ils avaient encore cette mentalité, ça n'arrive qu'aux autres, et je pense que nous n'étions pas toujours de bons formateurs, puisqu'on a souvent essayé de toucher la base directement. On se rend compte, en fait, qu'on doit aller parler au patron. C'est au patron de l'entreprise qu'il faut parler, et c'est au patron de l'entreprise qu'il faut expliquer ce qu'il faut faire en cybersécurité, parce que pour lui, la cybersécurité, c'est avant tout, pour elle, c'est avant tout un coût. Et donc, il faut expliquer les risques par rapport aux coûts, et on voit que les patrons, maintenant, sont beaucoup plus réceptifs à cela qu'il y a 1 ou 2 ans. Donc ça commence à infuser, mais beaucoup de travail reste à faire, beaucoup de formations restent à mettre en place, et beaucoup on va dire d'informations sur les formations existantes doivent aussi être mis en place. On a souvent des entreprises qui viennent me trouver, qui me disent « mais moi je voudrais bien former mes employés, mais je ne sais pas comment faire ». Et je leur dis « tu sais que dans la même rue, il y a des formations entièrement payées par le gouvernement, c'est gratuit, c'est 2 heures par jour pendant une semaine, tu envoies tes employés et fin de semaine, tu as une formation. » Et là, c'est un message positif à faire passer, effectivement. Et est-ce que, pour rester aussi positif, parce que l'IA a aussi des aspects positifs, c'était d'ailleurs la première question et c'est comme ça que vous m'aviez répondu, est-ce que l'IA peut aussi être utilisée pour renforcer les accès à des données sensibles d'une entreprise ? Effectivement. Par exemple, on voit déjà que les boîtes de développement commencent à l'utiliser aussi au départ quand on commence à développer le Copilot pour YouTube, mais on a même des entreprises spécialisées maintenant qui te donnent un chat assistant pour le codeur, pour faire en sorte, au moment que je suis en train d'écrire mes codes, d'automatiquement créer le bon test, le automated test après, mais aussi pour faire en sorte que tu as le scanning pour voir est-ce que j'ai des vulnérabilités potentielles, etc. Alors c'est aussi un renfort dans le départ où on commence à développer le logiciel. Axel, vous voulez réagir ? Moi, je pense qu'on gagne beaucoup d'argent avec l'IA. On va parler un peu d'argent, c'est important aussi. Le simple fait que l'IA vous guide directement sur un bon code qui est facilement testable, ce qui est le nerf de la guerre. La plupart du temps, on a des développeurs, ils codent, et puis à un moment donné, il faut faire un test, et ça passe plus, vous perdez 5 jours, il faut que le produit soit prêt au 6e jour, et c'est là que les vulnérabilités apparaissent. Avec l'IA, vous évitez un peu ça, parce qu'il va prédire en fait les tests que vous devez faire. Et ensuite, quand le produit est fini, l'intelligence artificielle peut être utilisée au sein de ce qu'on appelle des cyber ranch. Donc ce sont des reproductions de vos entreprises virtualisées pour les attaquer automatiquement sur base d'un certain nombre d'attaques connues pour voir si votre produit, en plus des tests que vous avez vous-même conçus, si votre produit est résistant à l'attaquant de base. Parce que grâce à l'intelligence artificielle, on peut aussi synthétiser, essayer de deviner le comportement de 80% des attaquants. Et en se protégeant contre 80% des attaquants, on a une première ligne. Alors malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Dernière question à tous les deux. Au-delà évidemment des assurances que l'on peut prendre ici ou là, comment est-ce qu'un chef d'entreprise, vous avez parlé tout à l'heure du fait que la première personne a vraiment à convaincre, c'est le chef d'entreprise, peut évaluer et mettre un chiffre sur ces cyberattaques ou ce danger, et quelle est l'enveloppe budgétaire qu'il peut prévoir, que ce soit en capital humain ou en ressources matérielles ou que sais-je, par rapport à cette menace qui sera de plus en plus importante ? Je crois d'abord que c'est important de ne le voir pas comme une technologie. C'est un risque. Il faut le traiter comme un risque normal, comme on a eu une pandémie, etc. Alors il faut effectivement évaluer c'est quoi qu'on doit protéger. Il faut faire du bon risk management et jusqu'où est-ce qu'on est prêt pour investir, pour essayer de se protéger au mieux. Il faut le traiter comme le risk management générique, mais on voit qu'effectivement, heureusement, la partie investissement dans les outils de cybersecurity, les campagnes de user awareness, que ça a augmenté.
les derniers 10 ans, c'est facilement 7 à 10% du budget de l'IT, déjà en totalité, qui est pris pour investir, pour augmenter la partie de cybersécurité. Mais non pas seulement la partie technologie. Le plus important pour moi, ça reste effectivement l'awareness chez tous les utilisateurs et le facteur humain. Alors Yon, avant vite de donner le dernier mot, si je puis dire, à Axel, est-ce que vous, en tant que Credendo, c'est un critère dont vous tenez compte par rapport au crédit à l'exportation, de savoir si une entreprise ou pas fait attention, prend en considération ce risque cyber? Ça marche des deux côtés. Aussi que nos clients demandent à nous de leur assurer qu'on protège bien leur data, qui est le fond de notre métier, bien sûr. C'est aussi l'inverse, que nous, on doit aussi faire en sorte qu'eux, ils traitent leur entreprise comme un bon père de famille. C'est évident. Axel, le mot de la fin. Moi, je viens d'écouter ce que Yann disait, je suis évidemment à nouveau d'accord. Je rappelle de façon un petit peu embêtante qu'il y a des règlements et des directives européennes qui vont en fait contraindre les entreprises à investir dans l'IT, dans tout ce qui est cybersécurité, et que si on investit bien, on peut peut-être changer un petit peu une mentalité européenne qui est toujours un peu une mentalité de perdante. Je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent qu'aux États-Unis, et que dans les pays asiatiques, le fait d'être cybersecure, ça vous donne une excellente réputation. Et quand vous avez cette excellente réputation, en fait, la cybersécurité n'est plus un coût pour votre entreprise, elle devient en fait un bénéfice pour l'entreprise. Et je pense que ça, c'est un message qui doit être passé. Et quand on veut traiter avec ces continents-là, on doit être cybersecure. Donc ne pas voir ça sous forme de coût, mais comme un investissement. C'est un investissement. Pas un flux de trésorerie, pas de sortie de trésorerie, investissement. Exactement. Grosse différence. Merci à tous les deux, merci Yon, merci Axel pour à la fois votre temps et votre partage d'expertise. Et alors je rappelle simplement à nos téléspectateurs qu'ils peuvent retrouver la plupart des émissions consacrées donc à ces risques et ces menaces en 2024, mais au-delà de 2024 sur cette chaîne Canal Z, mais aussi sous forme de podcast sur trends.be. Merci pour votre écoute.